du courage. C'est quoi ça? Donc il s'agit d'une représentation graphique sur 24 heures. Elle a un peu sur 24 heures. Puisqu'on a deux cycles. On a deux phases de jour. D'accord? On va dire sur 2 jours, sur 48 heures, du profil de sécrétion de 3 hormones. La première hormone, l'adrénaline, la deuxième hormone, le cortisol, et la troisième hormone, l'hormone de croissance. Ils sont représentés en face bleue, la face nocturne, la durée. En bleu, jusqu'à nocturne. On est de 24 à 6 heures. En général, c'est la face nocturne. Et on joue la face jeune. Avec les taux de sécrétion hormonale correspondant à un moment donné, d'accord, on a des taux qui ne sont pas les mêmes pour la mélatonine, pour le cortisol, pour l'hormone de croissance. Ces taux, ils sont de quel ordre? La dernière fois. Vous avez dit les hormones, elles sont sécrétées à quel niveau? En micromal, en micro, 10-3. Comment? Un micro, on passe à 10-6, 10-9, 10-12, et parfois même on des taux un peu plus bas. Il s'agit de choses tissulaires qui agissent à l'échelle relativement locale. D'accord? Donc c'est des taux très très bas. Donc ça c'est la première description du schéma. Donc une représentation avec une intervention de journée, donc une représentation de 3 hormones, mélatonine, cortisol, hormone de croissance, avec les taux correspondants. Qu'est-ce qu'on constate pour la mélatonine? Toujours pour le je lâche pas. Moi je lâche pas la mélatonine. Qu'est-ce qu'on constate pour la mélatonine? Dans l'ordre. Ah, dans l'ordre. Il faut lire de droite, de gauche à droite, dans l'ordre. Sur 48 ans, qu'est-ce qu'on constate? Une diminution de quoi? On va commencer plutôt dans l'ordre. On va commencer par exemple à 8 h du matin. Ça c'est pour vous. Ça c'est la représentation schématique de quelqu'un qui s'est levé dans le bon moteur. Et la maladie, c'est encore autre chose. Et la maladie, c'est la guerre endormante, c'est la guerre au niveau hormonal, c'est la guerre au niveau intestinal, tous les systèmes. Et comme on est des Algériens, c'est pas grave. Tout est mélangé. Non, les conditions de l'enfant, c'est une blague, enfin, je ne blague pas. On a un changement du profil de sécrétion des hormones, beaucoup d'hormones. L'hormone dans la prise alimentaire, l'hormone du stress, l'hormone d'arrêt de la prise alimentaire, l'hormone impliquée dans l'éveil et le sommeil, quoi d'autre, et plein d'autres hormones, et des neurohormones, d'accord? Et ces hormones, elles sont là pour faire face à une privation liquidienne, c'est-à-dire une crise de liquide, d'eau, et une crise alimentaire, c'est-à-dire de l'eau calorique dans le cerveau. Il est censé, je ne sais pas moi, 600 kilogrammes à midi, vous êtes censé manger la révolutionnaire, un fruit, ceci, cela. C'est-à-dire que chronobiologiquement, votre organisme est censé avoir un apport alimentaire et un apport hydrique. D'accord? Et c'est comme je vous le rappelle, on a une phase d'équilibre. D'accord? C'est pour ça que lorsqu'on mange mal, à l'état physiologique, les premiers jours, c'est relativement difficile. D'accord? Et c'est encore plus difficile chez les gens qui ont des problèmes, on va dire, qui ont une accoutumance, une substance donnée, ça peut être la caféine, ça peut être la nicotine, et puis on va s'arrêter là. D'accord? Donc l'organisme, c'est une situation de stress. Donc pour toutes ces substances psychoactives, c'est une situation qui s'apparente au sevrage. D'accord? Le sevrage, c'est lorsqu'on arrête de prendre une substance addictive. D'accord? Vous avez l'habitude de fumer toutes les heures, et là, on va à l'état digérer. 5 h du matin jusqu'à 7 h ou 8 h, en fonction de où vous êtes, vous avez un arrêt de la prise de cette substance addictive. Et donc toutes les hormones vont être perturbées. D'accord? C'est ça que vous allez voir. Ça, c'est chez les sujets sains, c'est les sujets qui sont malades, les diabétiques, les hypertendus, les cardiaques, etc. Et là, on a aussi d'autres
changement. D'accord? C'est pour ça qu'il faut bien se demander par manger n'importe quoi. On parle en ce qu'on appelle en psychiatrie ou en médecine, on va dire, nutritionnelle, tout ce qui est trouble du comportement alimentaire. D'accord? Hyperphagique, hypophagique, c'est-à-dire que vous mangez plus que d'habitude, vous mangez moins que d'habitude. D'accord? Donc on revient à notre diapositive. Donc la mélatonine, on va commencer à 6h du matin. Qu'est-ce qu'on a par là? On a un taux de sécrétion. Est-ce qu'on a zéro? Déjà, vous remarquez que dans les 3 heures, on n'a jamais zéro. Il y a toujours une sécrétion basale. Qu'est-ce qui va se passer? Au fur et à mesure qu'on va avancer, ça c'est le profil de sécrétion d'un Algérien qui va en cours au travail normalement et qui reste pas chez lui à jouer sur Fortnite, qui joue pas à la Xbox dans sa chambre sans lumière ou avec les écrans bleus, parce que vous savez que les écrans bleus, ça perturbe la sécrétion des hormones. D'accord? Ça, c'est un Algérien physiologiquement ou normalement constitué qui s'alimente normalement. D'accord? Parce que l'alimentation, elle a aussi un rôle sur la sécrétion de ces hormones. D'accord? Là, tout à l'heure, on va voir l'hormone de croissance. Il faut savoir qu'il y a des types d'alimentation qui favorisent la prise de la sécrétion d'hormones de croissance chez l'enfant ou chez l'adulte. D'accord? De même que le sommeil peut perturber la sécrétion d'hormones de croissance. Quelqu'un qui est privé en sommeil, un jour, 2 jours, il va avoir une sécrétion nocturne d'hormones de croissance qui va être perturbée. D'accord? Donc toutes ces hormones, elles ont plusieurs stimuli extérieurs qui vont provoquer une augmentation ou une diminution de la sécrétion. Donc pour quelqu'un qui est normal, donc en principe arrivé à 20h ou à 21h, il commence à tailler, il commence à pouvoir dormir, et il commence à avoir un taux de mélatonine qui va augmenter. D'accord? Donc la mélatonine est essentiellement le précurseur de l'acide aminé. Vous avez vu ça en biochimie ou pas? Oui, c'est quoi comme acide aminé? Là, tyrosine. C'est le tryptophane ou c'est la tyrosine? Pensez, il faut être sûr. C'est pas un jeu télévisé. Officiel, il faut être sûr en chimie. C'est la tyrosine ou le tryptophane? Hein? C'est le tryptophane ou la tyrosine? C'est le précurseur de la sécrétion, c'est quoi? C'est le tryptophane. On est d'accord? Oui, c'est le tryptophane. J'ai oublié beaucoup de choses en biochimie, mais je me souviens que c'est le tryptophane. Pourquoi? Parce qu'il y a des médicaments à base de tryptophane, à base de précurseur de tryptophane. D'accord? Je suis pharmacologue clinicien, je connais pas encore le thérapeutique. Vous voyez, à partir d'un médicament qui est synthétisé à partir de tryptophane, il y a quand même, chez certains patients, ça pour favoriser l'organisme. D'accord? Parce que la mélatonine, c'est bien, mais ça a des effets secondaires. D'accord? Une alimentation riche en tryptophane va permettre la relaxation, la sécrétion de mélatonine par la glande pinéale au cours de la journée, sa libération, on va dire physiologique, qui va permettre la phase d'induction du sommeil, la phase d'endormissement. D'accord? Donc alors quand on s'y est sécrété n'importe comment, vous allez avoir des stimulations. Qu'est-ce qui peut stimuler la glande pinéale? Pour quelqu'un qui sort dehors, qui ne joue pas à quoi Call of Duty ou à... Ça fait pas mal de jouer, c'est deux réponses. Il faut jouer un peu et les écrans avec les travails un petit peu. Qui reste à regarder Netflix toute la journée. C'est quoi? C'est bien qu'est-ce qu'il y a dehors au niveau du soleil? Il y a la lumière, la lumière, la lumière. C'est quoi dans la lumière? Les UV. Et l'écran bleu de votre télévision. Votre téléphone, est-ce qu'il y a des UV? Non, il n'y a pas d'UV. Quand vous regardez TikTok ou Facebook ou je ne sais pas quoi, et c'est un problème maintenant, l'addiction aux écrans, chez les enfants ou chez l'adulte, c'est, non je blague mais c'est sérieux, pour voir des études, le fait d'être constamment addict, on va dire aux écrans, et ben ça provoque un profil de sécrétion de mélatonine et d'un certain nombre d'hormones. D'accord? C'est considéré comme une lumière bleue, et donc c'est quelque chose qui n'est pas physiologique. D'accord? Je blague, mais enfin ça dépend. Dans le cas où
c'est pas ma génération qui est mélangée, mais ça perturbe la sécrétion d'un certain nombre d'anatomie. On va avoir tous les UV, un certain nombre d'UV, des conditions physiologiques qui vont permettre de sécréter cette hormone à un temps T, d'accord, régulier à un temps bien donné. Et donc avoir un pic nocturne et une diminution au fur et à mesure. Donc par le cortisol, qu'est-ce qui se passe pour le cortisol sur 24 heures? On a quoi comme piste? On a à peu près les mêmes sécrétions, on a le même profil. C'est un peu plus irrégulier. Qu'est-ce qu'on a pour le cortisol? Relativement plus attirant. À quelle heure? À 8 heures du matin. C'est pour dire que c'est plus sécrété. En phase nocturne, vous faites comment? Vous faites comment pour monter? Comment est-ce que vous dites que c'est sécrété plus en phase nocturne que diurne? On parle de taux de sécrétion supérieure pendant la phase nocturne. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde sur la courbe. En fonction du temps, on relativise ça à 1 heure, et on dit qu'en 1 heure, tel hormone est sécrété. En phase diurne, on a un tel taux, et en phase diurne, on a un tel taux. D'accord? On regarde pas un dosage, on regarde le dosage, on regarde une R sur la courbe. Et c'est en fonction de R sur la courbe. On peut dire qu'en effet, en phase nocturne, la patient avant le traitement on a plus de sécrétion, on a moins de sécrétion. D'accord? Donc ça c'est un truc de sécrétion de l'Algérien avant le ramadan. Qui a pris son café, sa cigarette, ou je sais pas d'ailleurs. Ou son tabac chiqué. Donc en général, en condition physiologique, parce que pendant le ramadan en prise alimentaire, quand on ne mange pas, il y a une modification de la sécrétion de ces hormones. D'accord? Donc, comme elle vous a dit, un pic à 8 h du matin, en général, vers 8 h du matin, et c'est pour ça que chez les patients chez qui on suspecte un hypercortisolémie, on demande de façon de venir à 8 h du matin et de se présenter au laboratoire de centraliser ces hormones. D'accord? Donc, c'est un temps bien précis. Bon, bah, qu'est-ce qu'on a? L'hormone de croissance. Donc, l'hormone de croissance, qu'est-ce qu'on a pour l'hormone de croissance? Sur 24, sur 48 heures, qu'est-ce qu'on a? C'est la même chose, ça c'est un Algérien qui passe la journée à ne pas faire de sport, parce que s'il fait du sport, c'est un autre profil de sécrétion. On va dire que là c'est un sujet qui est sédentaire, si on veut spécifier. Parce que si on fait une activité physique plus sportive, il y aura une augmentation. L'exercice, ça va déclencher la sécrétion de ces hormones. D'accord? Donc on va dire que c'est quelqu'un de sédentaire. Qu'est-ce qui se passe pour l'hormone de croissance? C'est très simple. On a déjà un taux basal qui n'est pas nul. On a une sécrétion qui est augmentée en face. Non, d'accord, c'est normal, ça c'est pas normal. C'est normal. Pourquoi? Ça rapproche à un adulte. J'ai un adulte algérien qui passe sa journée à jouer sur Counter-Strike, je ne sais pas, c'est pour éviter la tendinite du poignet, qu'elle est sécrétée l'hormone de croissance à lui. C'est pourquoi, sérieusement. Ça sert à quoi l'hormone de croissance chez un adulte? La réparation de quoi? Des muscles, c'est tout. Des tissus. Pas forcément la réparation ou le renouvellement. Donc chaque tissu a un turnover, c'est-à-dire un taux de renouvellement cellulaire. D'accord? Vous avez tous les tissus, ils ont une capacité de renouvellement et de réparation. Et l'hépatique, c'est cette dernière, vous savez, est élevée au niveau cardiaque.
est moins élevé. Au niveau du rein, c'est beaucoup moins élevé. Vous avez appris qu'on est avec 2 reins, chaque rein a environ 1 million de néphrons. C'est un potentiel qu'on a de la naissance à la mort. Et donc lorsqu'on perd des néphrons, soit un traumatisme, soit maladie il y a un calcul rénal qui vient endommager les structures structurales et fonctionnelles du rein, c'est-à-dire le glomérule. Et bien quand on perd ce néphron, on le perd jusqu'à la mort. D'accord? Donc vous avez une pile qui se décharge jusqu'à la mort. D'accord? Mais bien entendu, avant qu'elle se décharge, on va parler. Vous allez faire de la physiopathie, vous allez parler d'insuffisance rénale, stade 1, stade 2, stade 3, stade 4, en fonction de la capacité du rein à filtrer, en fonction du DFG, du débit de filtration glomérulaire. Vous allez caractériser beaucoup d'états, on va dire, physiopathologiques avant qu'on soit en stade final. Donc tous les organes ont cette capacité de régénération et de réparation. Donc l'hormone de croissance et seulement sécrétée en phase nocturne, elle permet de réparer, elle permet de renouveler l'ensemble des tissus de l'organisme, que ce soit tendinomusculaire ou squelettique ou autre, la même chose l'os, on n'a pas vu, mais on verra ça demain, que c'est un équilibre entre la construction et la déconstruction de la matrice osseuse. Donc c'est un équilibre de fonctionnement entre les ostéoblastes et les ostéoclastes. On appelle ça en physiologie un équilibre dynamique. D'accord? C'est un équilibre dynamique de construction et de déconstruction, et c'est un temps T qu'on aura l'équilibre, qu'on aura le sigma, qui se manifestera cliniquement par une densité osseuse. On aura une densité osseuse de temps, c'est une activité plus, on va dire, de construction. D'accord? En fonction des âges, c'est-à-dire qu'on soit enfant, adolescent, etc., on va avoir plus de construction que de déconstruction. Et bien entendu, les hormones, tout ça vont jouer un rôle. D'accord? Donc ça, c'est les histoires de stress. Je vous avais parlé tout à l'heure des histoires de stress, d'accord, traumatiques, psychologiques, etc., etc. Donc le but de ces hormones, que ce soit la cortico et la médulo, c'est de tout simplement de résoudre cet état de stress psychologique ou après, si vous avez des questions sur le cours d'avant, n'hésitez pas à me poser ça. Donc, si vous avez des questions sur la physiologie des corticosurrénales et des médulosurrénales, vous me posez des questions. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'elle nous présente cette schéma? C'est quoi? C'est une courbe de croissance naturelle et générale, dite de santé, d'accord? Déviation centrale, chez les garçons, chez les filles et chez les garçons. De 1 à 18 ans, qu'est-ce qu'on constate? Ça, c'est la croissance naturo-pondérale. Donc, chez le pédiatre, un enfant, quand on a un enfant, chez le pédiatre, on a ce qu'on appelle une toise. Une toise, c'est ce qui permet de mesurer l'enfant, d'accord? Les dimensions de l'enfant. Donc, l'enfant à la naissance, déjà, on mesure un certain nombre de paramètres, d'accord? Donc, périmètre crânien, un certain nombre de mesures, on va dire, anthropométriques, d'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on a ici sur ce schéma? Qu'est-ce que vous constatez? De 1 à 18 ans. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez la taille et vous avez le poids. Vous avez là le poids ou la taille. La taille ici en centimètres et ici vous avez le poids en kilos. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une différence entre les filles et les garçons? Oui ou non? C'est bien comme ça. Comment? Plus? C'est-à-dire, c'est plus élevé. Pourquoi? Parce que c'est les médias. Et la testostérone. Donc de 1 à 18 ans. Donc vous avez ici les mêmes choses. Et qu'est-ce qui est cette testostérone? Elle est sécrétée à la naissance? Elle est sécrétée quand cette testostérone? Comment? Au moment de la donc qu'est-ce qu'on a? On a une croissance en moyenne qui est différente. En moyenne. Donc là vous avez les différents écartés. C'est divisé en
en 3, en 4, en quartile. Je pense que c'est divisé en quartile pour la taille, et pour la main, c'est divisé en 3. D'accord? Donc, on a en moyenne des profils qui sont supérieurs chez les garçons de 1 à 18 ans par rapport aux filles. À chaque âge correspond. Parce qu'il faut comparer ce qui est comparable. D'accord? Et qu'est-ce qui permet cette croissance? On appelle stature-pondérale, c'est-à-dire de poids et de taille. Qu'est-ce qui permet cette croissance stature-pondérale? Quelle est l'hormone qui permet essentiellement cette croissance staturo-pondérale? C'est quoi? C'est là l'hormone de croissance. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas d'hormone de croissance? On n'a pas de chance. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas d'hormone de croissance? On va avoir une croissance qui va être perturbée. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas d'hormone de croissance? Je vous pose une question. C'est quoi votre question? Je vais vous poser une question. Vous pouvez me dire, ça dépend quand est-ce qu'on n'a pas d'hormone de croissance. Et c'est chez l'enfant. Parce qu'en pédiatrie, je vous ai dit, l'enfant est divisé en différents âges. D'accord? On a le nourrisson, on a le petit enfant, moyen, grand enfant, préadolescent, adolescent et jeune adulte. D'accord? Donc tout dépend de la phase de déficience de. En général, si c'est interprété une phase précoce, on a ce qu'on appelle l'analyse. D'accord? Taille qui est inférieure à la normale. D'accord? Ça, c'est le cartilage, le passé. Ça, c'est l'histophysiologie de l'axomatotrope. Donc, l'histophysiologie de l'axomatotrope. Est-ce que vous l'avez vu savoir? Oui ou non? Oui? On a quoi ici? C'est quoi ça? C'est la GH. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait de la GH? Au niveau plasmatique, lorsqu'elle va être sécrétée. Transporté par. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se balader toute seule. Transporté par transporteur. Et ça peut commencer comme des transports. Comment? GS binding protein. GH, Binding protein. growth hormone binding protein. Et donc ici, va se passer une nouvelle hypothalamique. Qu'est-ce qui va provoquer au niveau hypophysaire? La sécrétion de GH. La GH, RH. Et la SRIH, c'est quoi? Inhibiting hormone. Comment? Somatostatin inhibiting hormone. On a bien les réponses à moitié. Il vaut mieux avoir la réponse complète. Et donc après, une fois qu'elle va être sécrétée dans le sang, on va se fixer à la GH Binding protein. complètement ou pas? Non, une fraction. Voilà, et une fraction, on va être surfixé même avec des protéines qui sont moins spécifiques. D'accord? Et une partie va être sous forme libre. Et donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau hépatique? Elle va se fixer sur son récepteur. Et qu'est-ce qu'on va voir au niveau hépatique? C'est quoi l'IGF? Insulin-like Insuline? growth factor. Like quoi? Like growth factor. Comment? Et l'insuline, ça c'est autre chose. C'est en effet une structure, une conformation moléculaire qui est proche de l'insuline et qui a tendance parfois à se fixer sur ces récepteurs et est responsable d'un certain nombre de maladies. Et donc, au niveau hépatique, cet IGF, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se fixer à quoi? Il va se balader tout seul dans le sang ou pas? Vous voyez, ça peut être comment ce transporteur? IGF, binding protein, et donc sa fixation au niveau des tissus cibles, elle va dépendre de quoi?
d'un équilibre entre la fixation sur son récepteur et la fixation sur sa protéine de transport. D'accord? Donc ça va résulter tout ça d'un équilibre entre est-ce qu'il y a suffisamment de récepteurs au niveau des tissus cibles ou est-ce qu'il y a suffisamment de protéines de transport, IGF binding protein. Et donc ce schéma pour vous dire qu'à chaque âge, eh ben, on va avoir une fixation, un taux cellulaire de récepteurs qui va être plus ou moins élevé. D'accord? Par exemple, un tissu cible, par exemple le tissu musculaire chez l'enfant ou chez l'adulte, eh ben, il ne va pas avoir le même taux de récepteurs à l'IGF. D'accord? Il y a un stade du développement à l'adolescence, en l'occurrence, on a des signaux hormonaux tels que la testostérone, on a besoin d'avoir une croissance musculaire, et bien on va avoir besoin de plus de récepteurs. D'accord? Et donc, l'IGF va avoir plus tendance à se fixer et à avoir un effet biologique, d'accord? Qui a un effet de croissance, de réparation, etc., etc. Ça, c'est quoi cette photo? Qu'est-ce qu'elle nous montre cette photo? Comment? Une perturbation de croissance. Il y en a qui rigolent et se disent c'est quoi ces photos? C'est pas les Dalton, hein? Vous connaissez pas le dessin animé des Dalton? Si, vous connaissez? Vous connaissez les Dalton? Non? Vous connaissez pas Lucky Luke? Vous connaissez ou vous connaissez pas? Non? Moi ça va, j'ai une petite fille. Moi j'ai une petite fille, je connais encore les dessins animés, les Dalton. C'est des frères bandits. Il y a le tout petit, puis il y a le grand. Voilà, c'est les voleurs. Il y a le tout petit, puis il y a le grand. Ça, c'est pas les Dalton. Ça, c'est une photographie qui nous présente 3 cas de figure. Celui qui est au milieu, qu'est-ce qu'il a, celui qui est au milieu? On parle de gigantisme. D'accord? Celui qui a le chapeau. Ils ont tous les 3 le chapeau. Le chapeau de marin. Il a ce qu'on appelle un anisme. C'est quoi un anisme? Est-ce que c'est lié à une chose, un anisme? Un retard de développement? Est-ce que tous les retards de développement, ils sont liés à... Est-ce que tous les retards de développement, ils sont liés à l'hormone de croissance? Oui ou non? Oui ou non? Entre autres, il n'y a pas que l'IGF, mais tous les retards de croissance, ils ne sont pas liés à l'hormone de croissance. D'accord? En général, les retards staturo-pondéraux, c'est à étiologie multiple. D'accord? C'est rarement lié, même, j'ai envie de vous dire, à que la GH. D'accord? Ça associe à des tableaux cliniques à un syndrome, c'est-à-dire à un ensemble de déficiences ou de dérèglements qui créent ce retard de croissance. Et ça, c'est quoi ça? Ça, c'est une photographie d'un patient qui a quoi? Et c'est quoi l'acromégalie? Qu'est-ce qu'il a l'acromégalie? Il a de grandes mains. Comment? Il y a une croissance là, et vous l'avez vu ça, vous avez vu ça où? En biochimie. Vous avez vu qu'il y a une croissance latérale des os. Est-ouest ou ouest-est? Une croissance. Non, vous voyez, c'est important de dire chaque terminologie, chaque mot a son importance. On a une croissance, encore une fois, ça dépend de quand est-ce qu'on a eu cette hypersécrétion de GH. D'accord? Elle peut avoir lieu de façon harmonieuse à l'adolescence, ou elle peut avoir lieu de façon disharmonieuse, c'est-à-dire à l'âge adulte, à 21 ans, à 22 ans, à 30 ans, à 35 ans, liée à une tumeur. D'accord? Et c'est pour ça qu'on ne parle pas d'une acromégalie, mais on parle de plusieurs acromégalies. D'accord? Donc tout dépend encore une fois, comment est-ce que
cette augmentation du taux de GH, quand est-ce qu'il s'est manifesté? Et donc, qu'est-ce qu'il a d'anormal, ce patient? Il est grand, oui. Faut pas chercher la bagarre avec lui, c'est ça. Quand si quelqu'un il se bat bien, en général, c'est des patients qui, si quelqu'un, faut pas l'embêter. Sinon il risque de donner une gifle, il risque de boxer. Mais en général, ces patients, ils peuvent vous faire peur. Non, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Ça vous fait rire, mais vous allez le retenir. Il ne faut pas lui chercher des problèmes. Ils ont un développement, on va dire, post-croissance qui n'est pas harmonieux. Donc vous remarquez qu'il a de grandes mains. Des mains larges, des pieds larges. Chose du, je sais pas moi, du 54, là, du 58. Vous pouvez dire ils ont des performances, ils ont au niveau facial exactement, au niveau mandibulaire, que ce soit inférieur ou supérieur, un développement de certains os, d'accord, post-croissance qui est anormal, ce qui donne un aspect, on va dire, assez surprenant. Au niveau des tempes, au niveau frontal, ils ont un hyper-développement, d'accord, un visage qui a tendance à s'élargir. Mais au niveau musculaire, ils ont tendance à se prendre avoir. Ils ne sont pas bons au niveau sportif. C'est des patients qui ne sont pas... Les seuls bons sportifs, c'est certains qui font du rugby, d'accord? C'est certains qui font du rugby, mais là, bien souvent, après, il y en a qui étaient de naissance, c'était constitutif. C'est-à-dire qu'ils avaient un taux anormalement élevé de GH. Ceux-là, ils ont joué dans des équipes, mais sinon, il y en a après qu'on a dopé, d'accord? C'est-à-dire pour lesquels on a injecté de façon exogène de l'hormone de croissance, mais ça, c'est autre chose. Ceux-là, c'est de bons sportifs. Mais ceux, bien souvent, chez qui c'est lié à une anomalie, on va dire, de sécrétion, une anomalie de type hypersécrétion, d'accord? Soit lié à un cancer, soit lié à une hyperplasie, une hypertrophie. Et bien, c'est chez ces patients-là, en général, on a une faiblesse musculaire proximale, d'accord? Vous n'avez pas fait encore la neurologie ou le contrôle du mouvement volontaire. Au niveau du muscle, des membres inférieurs et supérieurs, vous avez les muscles proximaux. Pour le bras, c'est biceps, triceps et les épaules. Et pour la partie distale, c'est tout ce qui est muscle de l'avant-bras et des mains et des doigts. D'accord? De même que pour les membres inférieurs, vous avez les quadriceps, les ischio-jambiers, et pour la partie proximale et pour la partie distale, vous avez les trois loges, d'accord? Donc le soleus, c'est-à-dire les bijumeaux, donc ça c'est l'ancienne nomenclature de l'anatomie. Et donc vous avez chez ces patients-là une tendance à avoir une faiblesse proximale. Donc tous les muscles qui sont proches du tronc, d'accord, c'est des gens qui ont une faiblesse. C'est des gens qui ont également de l'arthrose, d'accord, au niveau articulaire, parce qu'il y a une masse qui est augmentée de façon disharmonieuse. Vous avez une croissance du cartilage osseux qui est anormale. Au niveau musculaire, au niveau tendineux, vous avez une mauvaise fixation. Et donc chez ces patients-là, en général, je ne dis pas qu'il faut vous battre avec vous, mais en général, ils ont un certain nombre de problèmes. D'accord? Bien entendu, au niveau hépatique, au niveau cardiaque, il y a des cardiomégalies, c'est-à-dire un cœur qui a une proportion anormalement élevée. Donc chez ces patients-là, vous avez tout un tas de, on va dire, de dérèglements. Mais comme je vous l'ai dit, tout dépend à quel lieu ce dérèglement a eu lieu. Il y a des gens, c'est entre guillemets, je ne veux pas dire que c'est physiologique, mais c'est au-dessus de la norme. Je ne veux pas dire aussi que c'est pathologique, c'est au-dessus de la norme. Il y a des gens qui sont très grands, des balles qui font 2m10, 2m20, mais on a eu une augmentation du taux d'hormone de croissance à l'adolescence, d'accord, à la phase pubertaire, d'accord. Donc on a une augmentation du taux de GH qui a été accompagnée d'une augmentation du taux de testostérone, qui a été accompagnée d'une augmentation d'un certain nombre d'hormones qui ont permis une croissance qui est relativement harmonieuse, d'accord. Les quartiques, là, on va dire physiologique, on va dire au-dessus de la norme, au-dessus des normes physiologiques, d'accord. Ce qui fait que c'est des gens qui n'ont pas toutes ces tares.
D'accord? Maintenant, chez certains patients, ils ont une dimension normale. À 20 ans, 30 ans, malheureusement, ils sont diagnostiqués par tumeur, soit par dosage hormonal statique ou dynamique, d'accord, ou par radiographie, d'accord. Donc il y en a un centre qui fait ça à Alger, ici en Algérie. Et encore, c'est très difficilement diagnosticable. Le diagnostic est très difficile à établir. Et chez ces patients-là, malheureusement, voilà, à 30 ans, 40 ans, au niveau musculo-squelettique, au niveau des cartilages de conjugaison, au niveau des organes, le foie, il n'est pas censé recevoir un signal de multiplie-toi, augmente de taille. Et c'est là qu'on a une manifestation qui n'est pas harmonieuse. Donc comme je vous l'ai dit, les hormones, tout dépend de la période. La glycolyse, la glycogénèse, c'est comme les médicaments. Les hormones, c'est comme les médicaments. D'accord? Donc vous savez tous pourquoi je vais vous parler de la prégabaline ou de la gambaline, c'est-à-dire du Lyrica. Normalement, c'est un antidouleur. C'est un antidouleur et c'est agi contre les douleurs neuropathiques. D'accord? Quand quelqu'un a mal et a une véritable douleur neuropathique, par exemple, il a le zona, ou là il a une douleur neuropathique liée à un nerf trijumeau ou à une pathologie quelconque, et bien la Lyrica ou la prégabaline ou la gambaline, elle va avoir un effet physiologique, elle va calmer la douleur. D'accord? Par contre, lorsque cette substance pharmacologique elle va être prise sans douleur et sans problème particulier, et c'est pour ça qu'on la classe dans les drogues dites récréatives. Elle va avoir d'autres effets, d'accord, toujours psychotropes, euphorisants, délirants, le patient va rentrer dans un délirium, etc., etc., etc. D'accord? Donc les hormones, c'est comme les médicaments. Quand ce n'est pas le moment, ça a d'autres effets qui sont en général néfastes et négatifs. D'accord? Donc ça, c'est la structure de l'hormone de croissance. Elle a plusieurs rôles. L'hormone de croissance, elle joue un rôle au niveau du métabolisme. Elle a un rôle au niveau de métabolisme glucidique, lipidique, protéique et ce qui est logique. Lorsqu'on doit réparer, lorsqu'on doit croître, et on a des trois types de carburants. D'accord? Des trois types de carburants. Glucose, des glucides, des lipides et des protéines, et bien entendu de tous les cofacteurs. Les cofacteurs enzymatiques, les cofacteurs ioniques, d'accord, sodium, potassium, etc. Et tous les facteurs, on va dire, vitamines, d'accord, hydrosolubles et liposolubles. Donc ça, c'est l'hormone de croissance en fonction de l'âge. Qu'est-ce qu'on constate avec l'âge pour l'hormone de croissance? Ça, c'est 0 ans. Ça, c'est quelqu'un qui a... C'est un adolescent. Qu'est-ce qui se passe à partir de 10 ans, de 10 à 20 ans? Comment? Là, c'est quelqu'un qui fait du sport et qui vit à la montagne. C'est pas quelqu'un qui joue à Call of Duty et qui mange des chips. Et qui mange du fast-food tout le temps. Ça, c'est quelqu'un qui a une croissance chez un mâle physiologique. Ça, c'est une photo. Pourquoi est-ce que je fais une blague, mais en fait, je suis sérieux? Ça, c'est une vieille représentation. Ça, c'était il y a 50 ans, il y a 60 ans. D'accord? Donc, si on reprend le même nombre d'individus, c'est-à-dire là, c'est 89 individus à différents âges, de 10 ans à 70 ans, et bien, si on prend dans la population, par exemple, la Batna, 89 personnes statistiquement prises au hasard de 10 ans à 70 ans, je ne pense pas qu'on aurait le même profil de sécrétion. Je pense qu'on aurait moins d'hormones de croissance liées à l'alimentation et liées au mode de vie. D'accord? Donc on a tendance en 50 ans, en 60 ans à se sédentariser. D'accord? Et ce mode de vie a une répercussion sur notre sécrétion hormonale. D'accord? On a ça pour l'hormone de croissance. C'est pour ça que quand je fais des blagues, ce n'est pas des blagues. Je vous fais rire, mais en même temps, je sais, j'ai un message à vous faire passer. Donc ça, c'était il y a 50 ans. Quelqu'un qui mangeait bien et qui mangeait de la bonne viande, d'accord? Pas de la viande boostée aux hormones ou boostée à autre chose. Donc qu'est-ce qu'on constate? De 10 à 15 ans. On a un taux d'hormones de croissance qui est comment de 10 à 15 ans? Qui a tendance à augmenter ou à diminuer? À augmenter après de 15 à 30 ans.
Comment? De 15 à 30 ans, qu'est-ce qui se passe? Et de 30 à 40 ans? Comment? À 40 ans, c'est bon, ça y est. À 40 ans, c'est fini, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe à 40 ans? À partir de 40 ans, on commence à avoir un plateau. De 40 ans à 70 ans, c'est pas un taux basal, non, ça c'est pas chez un individu. Ça c'est chez 89 individus qu'on a pris au hasard, qui étaient âgés de 10 à 70 ans. On a fait un prélèvement du taux d'hormone de croissance peut-être la nuit, d'accord? On a prélevé le sang et on a fait un dosage et on a tracé cette représentation graphique qui représente le dosage d'hormones de croissance en fonction de l'âge des individus, d'accord? Ils ont été prélevés au même moment et au même temps, d'accord? C'est une étude, on va dire, épidémiologique, d'accord? Pour voir en moyenne quel est le taux d'hormones, pas de sécrétion, mais quel est le taux d'hormones de croissance chez ces individus. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a une augmentation de 10 à 15 ans, une diminution à partir de 15 ans, d'accord? Des taux relativement élevés jusqu'à 25 ans, d'accord? Et après, on commence à, en l'occurrence, diminuer. D'accord? De même que lorsque je vous ai montré tout à l'heure, lorsqu'on fait un exercice physique, lorsqu'on a un stress, on a l'hormone de croissance qui est censée augmenter. D'accord? Quel que soit l'exercice physique, que ce soit de la course à pied, de la boxe, ou du karaté, ou du football, ou autre chose, et c'est censé permettre à l'organisme de se réparer, ou de se croître, ou de s'adapter à l'exercice physique. D'accord? Oui, même après 40 ans. Tant qu'on ne mange pas de chips ou qu'on a une alimentation correcte, parce que l'hormone de croissance, elle est aussi très dépendante en fonction des facteurs alimentaires. D'accord? On a des acides aminés, on a un profil d'acides aminés, on a un profil de bol alimentaire qui va permettre d'augmenter sa sécrétion, de diminuer sa sécrétion. D'accord? C'est pour ça qu'on embête les enfants, il faut toujours manger de la soupe, des légumes, des fruits, des protéines, et il faut suffisamment dormir, parce que c'est une hormone qui est sécrétée, comme je vous ai montré en nocturne, d'accord, de sorte à avoir une croissance. D'accord? Donc c'est pas des histoires, cette histoire d'alimentation. Un enfant, quand vous lui dites il faut bien manger et il faut bien dormir, c'est pas des histoires à dormir debout. D'accord? De même que le sportif, qui fasse du cyclisme, du football, je sais pas moi, des sports de combat, de la boxe ou quelque chose comme ça, il faut qu'il récupère. Il s'entraîne, il mange bien, il récupère. Ça fait partie des phases d'adaptation. Chez l'enfant, au moment de sa croissance, il a besoin aussi de récupérer par l'alimentation et par le sommeil. D'accord? Donc cette phase, cette hormone, elle a tendance à avoir une sécrétion qui est diminuée. D'accord? En fonction de l'âge. Ça, c'est chez les hommes. D'accord? Qu'est-ce qui se passe chez l'homme au niveau de la testostérone? À partir de 50 ans. On a un taux de testostérone qui commence à diminuer. D'accord? Ça, c'était il y a 50 ans. Maintenant, la même chose, si vous prenez 100 individus et vous leur demandez de doser leur testostérone, et ben, vous allez avoir beaucoup de surprises. D'accord? Vous allez avoir des taux qui sont anormalement bas. Parce que notre alimentation, en moyenne, le mode de vie alimentaire, la sédentarité, c'est-à-dire le fait de ne pas faire de l'exercice physique, d'accord, a tendance à diminuer cette sécrétion. D'accord? Il y a ça, il y a aussi les perturbateurs endocriniens. Donc c'est toutes ces substances, d'accord? Cosmétiques, emballages, etc., qui ont tendance à diminuer cette testostéronémie. Donc vous voyez que les hormones, chez un même individu, ça va dépendre de l'environnement. D'accord? C'est pour ça que l'environnement a un grand rôle. L'organisme y régule, mais aussi une régulation externe. D'accord? Donc ça, c'est la représentation de l'hormone de croissance chez les sujets âgés et des sujets jeunes. Qu'est-ce qu'on a chez les sujets âgés ici? Maintenant, c'est la sécrétion sur 24 heures, de 8 heures du matin jusqu'à 8 heures le lendemain. Donc qu'est-ce qu'on va voir chez les sujets ou chez les sujets jeunes? Le pic est plus important que chez les sujets jeunes. Alors attendez, il faut remettre dans l'ordre. C'est quoi la différence entre le panel du haut et le panel du bas? On a plus de GH chez le sujet jeune ou chez le sujet âgé?
Chez le sujet jeune ou âgé? Jeune. Qu'est-ce qui se passe chez le sujet jeune? Le sujet jeune, il a en moyenne 26 ans. Et 9 young age 26, attendez, 10 olds, 78, ils ont 68 ans chez les vieux, entre guillemets, et 26 ans chez les jeunes. Donc qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ont des poils aux oreilles, c'est-à-dire les vieux? Qu'est-ce qui se passe chez les vieux? Parce qu'en 68 ans, oui, on a des poils aux oreilles. On a une pilosité, ce qu'on appelle ectopique. Et ça, c'est pas une blague. C'est comme la femme à barbe, c'est-à-dire que c'est des femmes qui ont des dérèglements hormonaux, et bien elles ont une pilosité dite ectopique. D'accord? Et ça, c'est un nom. Est-ce que vous connaissez ce nom? Qu'est-ce que c'est que celui-là qui nous parle de cheveux dans les oreilles, de femmes à barbe? Ça, c'est lié aux hormones. C'est pas une blague, ça, c'est lié aux hormones. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle? Ça commence par un H, par un I. Je veux dire cétisé. Voilà. C'est lié à un dérèglement hormonal. D'accord? On va avoir une pilosité ectopique sur des zones dites en physiologie ou en dermatologie, on appelle ça des zones glabres. D'accord? Une zone glabre, c'est une zone sur laquelle, ou au niveau de laquelle on n'est pas censé avoir des poils. D'accord? C'est-à-dire on n'est pas censé avoir des poils ici au niveau du front, on n'est pas censé avoir des poils ici, je ne sais pas moi. Au niveau des épaules, enfin ça dépend des individus, mais une zone glabre, c'est une zone sur laquelle on n'est pas censé avoir une pilosité, c'est-à-dire le follicule pileux, il n'est pas censé se développer. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe chez les sujets jeunes? On constate que chez les sujets jeunes, on a toujours une sécrétion qui est essentiellement nocturne. On est d'accord? Elle est nocturne, la sécrétion. Anaya. Regardez. Elle a lieu à quelle heure? Elle a lieu à 1h du matin, 2h du matin. Ça, c'est chez les sujets jeunes. Qu'est-ce qu'on a chez les sujets? De 8h du matin. Midi, 15h. Peut-être que 15h, 20h, il a fait du sport. D'accord? Il y a une activité physique. Ou il y a une prise alimentaire. Parce que vous avez l'activité physique et la prise alimentaire. Un repas riche en protéines, il augmente aussi le taux d'hormone de croissance. D'accord? Le jeûne aussi, il augmente l'hormone de croissance. Vous voyez que c'est paradoxal. Imaginez-vous, où je vous mets un schéma, je vous mets, voilà, et l'acide aminé augmente l'hormone de croissance, et je vous mets un deuxième schéma, et je vous mets le jeûne, c'est-à-dire lorsqu'on jeûne, ça augmente l'hormone de croissance. Vous allez venir vers moi, vous allez me dire, monsieur, mais c'est pas logique. Comment est-ce que d'un côté vous mettez l'apport alimentaire augmente la GH, et l'autre, la privation alimentaire, c'est-à-dire la situation de jeûne, augmente la GH? Oui, ça augmente la GH. Là, par exemple, en jeûne, on va avoir une modification du profil de sécrétion. D'accord? Dans le but de s'adapter. D'accord? De modifier notre métabolisme. Parce qu'en situation de jeûne, on a plusieurs types de métabolisme. On a les premières heures de jeûne, où on a un métabolisme qui est essentiellement hépatique. D'accord? Donc, on va pomper dans ces réserves hépatiques de glycogène. D'accord? On a des phases qui sont beaucoup plus distales. On va commencer à pomper dans les métabolismes, on va dire adipeux, à partir d'un certain temps. On va mobiliser les acides gras, d'accord, de sorte à maintenir l'homéostasie, de maintenir une glycémie adéquate, un taux d'acide aminé, un taux de triglycérides dans le sang qui est dans les valeurs normales. D'accord? Et donc, tout ce métabolisme-là, il est non seulement guidé par des hormones, mais il est aussi guidé par des stimulations nerveuses. D'accord? Donc l'adaptation de l'organisme au jeûne, il est aussi guidé par des hormones. D'accord? Donc chez les sujets âgés, on a la situation
inverse, c'est-à-dire des taux toujours nocturnes, quoique chez le sommeil, chez le sujet âgé, ce n'est pas tout à fait la même chose. D'accord? C'est des phases de sommeil qui sont réduites. Donc ça, c'est la plasma GH release ou response to an IV bolus. C'est qu'on injecte de la GHRH chez un sujet jeune et chez un sujet âgé. Donc qu'est-ce qui se passe chez le sujet jeune lorsqu'on injecte de la GHRH? On a une augmentation de la sécrétion de quoi? Et donc ça, c'est un exemple de test statique. Dynamique. C'est un exemple de test dynamique. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe chez le sujet âgé qui a des poils aux oreilles? Qu'est-ce qui se passe chez lui? C'est quoi le sujet âgé en médecine? C'est quoi la définition? C'est quand on parle du sujet âgé. Faut pas me dire quand il y a des poils aux oreilles. Hein. Il y en a qui ont 40 ans, ils ont des poils aux oreilles. C'est quoi la définition médicale du sujet âgé? En médecine, en cardiologie, en gériatrie, etc., etc. 65 ans et plus. D'accord? Donc ça, c'est pas une définition subjective. Et donc, qu'est-ce qu'on constate chez le sujet âgé? Que la réponse de sécrétion de la GH, d'accord, elle est inférieure à celle du sujet jeune. Effet de 5 mg de GH administré 2 fois en IV sur l'accroissement du taux plasmatique d'IGF-1 en conditions nutritionnelles normales ou après 5 jours de jeûne sévère. Et bien, dis donc, c'est une expérience chez des sujets atteints de nanisme hypophysaire. 5 jours de jeûne sévère. C'est-à-dire qu'on l'a attrapé, on l'a enfermé dans une pièce et on ne l'a pas laissé sortir. Donc l'IGF-1, qu'est-ce qu'on constate? Chez quelqu'un qui est alimenté. On va avoir plus d'IGF-1 chez celui qui a mangé et celui qui a à jeûne depuis 5 jours. Une sécrétion d'IGF-1 qui est limitée. Ça, c'est chez des sujets atteints de nanisme hypophysaire. Pourquoi est-ce que je vous montre ça? Parce que le nanisme, il y a plusieurs types de nanisme. Il y a plusieurs étiologies de nanisme, c'est-à-dire de retard de croissance. Il y en a que il y a un nanisme dit haut, il y a des nanismes qui sont dits bas. Ça dépend d'où est-ce que le problème endocrinien résulte. D'accord? De quelle glande? Ça, c'est un exemple de test dynamique. Ça, ce schéma, je ne vais pas vous embêter avec ce schéma. Attendez. Je ne vais pas vous embêter. Il y a celui-là qui synthétise. Celui-là, il synthétise mieux ce schéma. Il y a ce schéma qui est pas mal, mais ce schéma. Qu'est-ce qui montre ce schéma? Au niveau de la GH. On a la GH qui va être sécrétée suite à l'augmentation de sécrétion de GHRH. Et donc, comme on a vu tout à l'heure dans le schéma, elle va se fixer à une protéine plasmatique. Et qu'est-ce qu'il va y avoir en réponse? On va avoir une sécrétion d'IGF-1. On va avoir la gréline. Elle va assimiler positivement. Elle va augmenter la production de GH. D'accord? La gréline, c'est quoi la gréline? Alors, moi, c'est traité par le rein, par l'estomac. Et quoi d'autre encore? Et à quel niveau, à quel moment au niveau de l'estomac? Est-ce que vous vous souvenez, la gréline, elle est sécrétée par qui et par quoi? Et quand? Eh bien, je vous laisse revoir ça. La prochaine fois, vous me direz. Vous? C'est qui sécrète la gréline? Il n'y a que l'estomac. Même le pancréas.
À quel moment? Moi, je connais la réponse, hein, vous n'avez pas à me convaincre. Vous n'avez pas à me convaincre, moi je la connais la réponse. C'est juste pour vous. Après, un apport alimentaire. Protéique. Peut-être. Ah ouais, d'accord, oui, j'attends. On verra ça plus en détail la prochaine fois. Donc la gréline, suite à l'apport alimentaire, ou un bol alimentaire essentiellement riche en acides aminés, on va avoir une sécrétion de gréline. Et donc cette gréline, elle va stimuler positivement la GH, qui va à son tour stimuler la production d'IGF-1 au niveau du foie. D'accord? Et donc cet IGF-1, qu'est-ce qu'il va faire cet IGF-1? Donc on va voir aussi l'hormone de croissance qui va agir aussi au niveau des tissus aussi. D'accord? Il ne faut pas oublier, il n'y a pas que l'IGF-1 qui agit, il y a aussi l'hormone de croissance qui agit au niveau du tissu cible de façon endocrine. Et donc qu'est-ce qu'elle va faire l'IGF-1 au niveau cérébral? Développement neuronal, quoi d'autre encore? Myélinisation. C'est quoi la myélinisation? C'est les axones. C'est quoi la myélinisation? Voilà, il faut faire des phrases, on n'est pas dans un QCM. C'est quoi la myélinisation? C'est la gaine qu'il y a au niveau de quoi? Qui entoure les axones. Donc les prolongations des corps cellulaires. Et qui permettent une conduction saltatoire, dite saltatoire, bien entendu beaucoup plus rapide, du corps cellulaire vers l'extrémité, de sorte à transmettre l'information de façon unidirectionnelle sous forme de potentiel d'action. D'accord? Ça permet le signal électrique. Amyloïde bêta-clérane, c'est un effet anti-inflammatoire. Au niveau cardiovasculaire, ça permet le développement, ça permet quoi? IGF-1. Une vasodilatation, une régulation des cellules par autophagie, d'accord? Donc c'est le nettoyage, entre guillemets. Hein? Ah non. Ah non. Comment ça, macrophage? Ah non. L'autophagie, c'est l'autophagie. D'accord? Un macrophage, c'est un macrophage. D'accord? Un macrophage, il va avoir un rôle à un moment T, au moment de la réponse immune. D'accord? L'autophagie, ça va permettre de réguler, d'accord, la viabilité de certaines cellules à un moment donné. C'est un type de mort cellulaire, l'autophagie. Vous avez l'apoptose, la nécrose, l'autophagie. L'autophagie permet de réguler certaines populations cellulaires. D'accord? Ça permet de réguler les cellules progénitrices cardiaques, d'accord, et la matrice extracellulaire. L'IGF-1 au niveau musculaire, ça sert à quoi? Muscle growth and development, ça sert à quoi? Ça sert à la croissance musculaire. Et c'est quelque chose qui est bien tout le temps? Non. C'est pour ça que ceux qui font comment est-ce qu'on appelle ça la musculation là, ou du bodybuilding ou je sais pas quoi, et ben, il y avait une mode où il y a eu on s'injecte du testostérone ou de l'hormone de croissance. C'est vrai qu'il gagne du muscle, mais en même temps il gagne un diabète. D'accord? Parce qu'un sujet adulte, même s'il fait du sport, le fait de s'injecter de l'hormone de croissance à implanter, l'organisme il n'aime pas ça. D'accord? Et plus particulièrement le pancréas endocrine. Donc, en général, ça permet la croissance musculaire et le développement musculaire. Il va avoir même la réparation au niveau osseux. Croissance osseuse. Au niveau testiculaire, au niveau gonadique. Développement des follicules. D'accord? Et au niveau des testicules. D'assurer leur fonction. C'est quoi la particularité des testicules? C'est quoi la particularité des testicules par rapport à tous les organes? Le testicule, il a la même particularité que le cerveau. C'est quoi les particularités du testicule?
Il a une même caractéristique que le cerveau et qu'au cours de la grossesse chez la femme. C'est important les testicules quand même pour la reproduction. Au niveau de la circulation, je vous donne un indice au niveau de la circulation sanguine générale. Au niveau anatomique. C'est plus quelque chose d'ordre histologique. C'est quoi la particularité des testicules? C'est un cours de physiologie. Hein. Je remets le contexte. C'est quoi la particularité? Est-ce qu'il prend n'importe quelle substance toxique de l'organisme? Vous avez déjà entendu parler quand même de la barrière hémato-encéphalique? Oui, un petit peu, non? Hein? La barrière hémato-placentaire. Et bien, vous avez la troisième barrière, c'est la barrière hémato-testiculaire. D'accord? Alors, le testicule ne prend pas n'importe quel médicament, n'importe quelle substance toxique. D'accord? Donc, on a une barrière hémato-testiculaire qui a un rôle physiologique de protection de cet organe, de cette gonade noble, de toutes les substances de l'organisme. D'accord? Il faut qu'il y ait un poids minimal pour qu'il puisse passer. D'accord? Ça a une fonction de barrière et de protection, de filtration. D'accord? Tout ne passe pas dans le testicule, dans les gonades, qui a à la fois un rôle exocrine et à la fois un rôle endocrine. Exocrine, production de gamètes, endocrine, production hormonale, essentiellement de testostérone, à des taux bien définis. D'accord? Et cette protection, elle permet en l'occurrence de limiter le passage d'un certain nombre de perturbateurs, d'accord, qui sont censés perturber l'une de ces deux fonctions ou les deux fonctions. D'accord? Donc ça c'est très important. Au niveau du placenta, développement placentaire, ça a aussi un rôle bien sûr au moment de la grossesse, au niveau du développement fœtal. Ça permet de maintenir l'intégrité et la fonction des glomérules. Rappelez-vous, les glomérules, on est avec un certain nombre de glomérules de la naissance à la mort, donc on est avec un certain nombre d'unités structurelles et fonctionnelles, 1 million, et avec l'âge, les traumatismes, les calculs, les états infectieux, etc., le mode de vie, les consommations alimentaires, etc., on a tendance à perdre cette capacité de filtration glomérulaire. Et c'est pour ça, en thérapeutique, vous allez faire de la pharmacologie de la thérapeutique, vous allez voir qu'en général, on a ce qu'on appelle l'adaptation posologique chez les sujets âgés, et qu'on a tendance bien souvent à diminuer de 1/3 les doses de médicaments donnés, en dose ou espacées. D'accord? Donc l'explication de ça, c'est essentiellement la plupart des médicaments sont à élimination rénale, d'accord, élimination du métabolisme, et donc ça permet de faire face à ce changement physiologique qui est lié à l'âge. D'accord? C'est quelque chose qui est physiologique. D'accord? La diminution de la fonction glomérulaire, c'est quelque chose qui n'est pas c'est quelque chose qui vient tout simplement avec l'âge. D'accord? De même que l'augmentation de pression artérielle avec l'âge, à 60 ans, 70 ans, la pression artérielle chez l'homme et la femme a tendance à augmenter. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qui est physiologique et tout simplement lié à l'âge. Et donc ça, c'est une représentation schématique des systèmes régulateurs de la sécrétion d'hormones de croissance. Donc on a pas mal d'hormones. On a la ghreline, la TRH, la SST, la somatostatine, d'accord, qui vont réguler positivement ou négativement la production d'hormones de croissance. Elle a vu le schéma avec toutes les flèches et s'est dit, il faut encore apprendre tout ça. C'est ça. Quand vous voyez des schémas avec plein de flèches, il y a le moral, il y a votre morale qui... Quand vous voyez un schéma avec plein de flèches, il y a votre morale qui fait comme ça. Ils se disent, allez, on doit encore apprendre. Je dois encore prendre une feuille et un stylo et refaire le schéma. Sinon, je ne vais pas avoir le point dans sa question. Mais elles sont faciles, mes questions, ne vous inquiétez pas. Donc, qu'est-ce qui montre ce schéma? Et puis, il ne reste pas beaucoup de diapositives. Qu'est-ce qui montre ce schéma? C'est un schéma de la croissance de quoi? De la vitesse de croissance
en fonction de l'âge entre les filles et les garçons. C'est quoi la différence entre les filles et les garçons? C'est quoi la différence entre les filles et les garçons? Les filles en rouge et les garçons en bleu, de 8 à 18 ans. On a une vitesse de croissance qui est de 5 cm, d'accord, par an. C'est une croissance. C'est quoi comme type de croissance? Tout à l'heure, je vous ai montré deux représentations. Je vous ai montré deux représentations qu'on appelle croissance staturo-pondérale. Anaya, c'est juste statural. Chez l'enfant, en pédiatrie, il a une toise, c'est-à-dire qu'il mesure l'enfant. Ici, il sait s'il fait 90 cm, 80 cm, 1 mètre, 110 cm la prochaine consultation. Donc, c'est une croissance staturale. C'est là. D'accord? Qu'est-ce qui se passe chez les filles? Elles sont en avance. Et ça, c'est en fonction de l'âge. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc, c'est quoi la différence entre les filles et les garçons? Elles sont précoces. Oui, ça c'est vrai. J'ai une petite fille, je vous le confirme, elles sont précoces. Elles savent pleurer, elles savent... Et c'est vrai, elles sont précoces. Parce qu'au niveau neuro-endocrinien, il y a un développement. Il y a une phase au niveau hormonal. Et ça, comme je vous dis, elles sont précoces, mais ça c'était il y a 10 ans. Maintenant, elles sont encore plus précoces. Parce qu'elles sont réglées encore plus jeunes. D'accord? À cause de l'alimentation qui est plus grasse, en chips, en gâteaux et je ne sais pas quoi, industriel, ça a tendance à régler les filles beaucoup plus jeunes. Et ça, c'est pas une blague, c'est une étude épidémiologique qui a montré qu'en 100 ans, l'âge des survenues des premières règles, elle avait tendance à diminuer de 3-4 ans en moyenne. D'accord? Quel que soit le TNI au niveau mondial, que ce soit en Algérie, en France ou je ne sais pas, aux États-Unis ou ailleurs. Et ça, ce qu'on a montré du doigt, c'est les facteurs alimentaires. D'accord? Donc l'alimentation a fortement influencé la croissance en moyenne au niveau mondial et la date de survenue des premières règles et essentiellement, on va dire, le passage à l'adolescence. Donc ça, c'est pas faux. Donc vous voyez que l'alimentation, quand on fait des études épidémiologiques, elle démontre, ces études épidémiologiques par A plus B, que l'alimentation ou la modification du mode de vie ou la modification de l'alimentation, elle a changé, on va dire, cette croissance. D'accord? Et ça, c'est à l'échelle mondiale. Et ça, c'est les études épidémiologiques qui l'ont démontré de façon claire. Donc, les filles ont une croissance qui est précoce. Oui? Donc, à quel âge en général? Sur ce schéma? 10 ans? On a 5 cm par année. Après, on passe à 7,5 cm par année à 12 ans. Et après, à 13 ans, 14 ans, qu'est-ce qui se passe à 13 ans, 14 ans chez les filles? La puberté à 14 ans. Ouais. On a une vitesse de croissance qui a tendance à diminuer. Et chez les garçons, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à 13 ans. Il ne grandit pas. Il ne grandit pas, c'est ça. Il joue à la PlayStation ou la Xbox dans le noir, il n'a pas d'hormones de croissance, il n'a pas d'UV, il ne fait pas de sport. Qu'est-ce qui se passe de 13 ans? Est-ce que c'est la même vitesse? C'est beaucoup plus rapide. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? La puberté, donc on va avoir une augmentation de production de testostérone, une apparition de caractère sexuel primaire et secondaire, et parmi ça, on va avoir un contexte neuro-hormonal qui va permettre un développement de l'organisme et un développement, une augmentation de la taille de l'individu. D'accord? Une modification des paramètres, ce qu'on appelle en médecine anthropométrique. D'accord? La taille et le poids. D'accord?
C'est ça la caractéristique là. L'anthropométrie. Et donc une diminution et qui ne va pas se faire selon le même profil. Et tout ça c'est régulé, géré par les organes. Et donc cette représentation schématique, qu'est-ce qu'elle nous montre? Une sécrétion chez un enfant prépubère et chez un enfant en cours de puberté d'hormones de croissance. C'est un garçon. Donc qu'est-ce qui se passe à 24 heures? Qu'est-ce qui se passe à 24 heures? Pardon, qu'est-ce qui se passe à 24 heures? Chez l'enfant prépubère. Qu'est-ce qui se passe chez l'enfant prépubère? Qu'est-ce qui se passe chez l'enfant prépubère? هذيك خلط يا قلبك رمضان. Il n'y a plus de piles. On peut faire une injection de caféine ou de... Qu'est-ce qui se passe chez l'enfant? Hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est le taux de GH, d'hormone de croissance. Ici, c'est l'enfant prépubère et là, c'est chez l'enfant pubère. Qu'est-ce qui se passe chez l'enfant prépubère? Peut-être qu'à midi, là, peut-être qu'il a mangé. D'accord? On a une prise alimentaire ici. On a une augmentation. À 16h, il a pris son goûter. D'accord? Et puis le goûter d'il y a 5 ans, c'est pas le même goûter qu'avant. C'est pas une brique de jus avec un gâteau industriel. C'est une vraie alimentation. C'est pour ça que je vous dis que l'alimentation joue un rôle très important dans le développement de l'enfant. D'accord? Le contexte nutritionnel est très très important. Et particulièrement pour la GH. Qu'est-ce qui va se passer la nuit chez l'enfant? Une sécrétion nocturne, donc il va augmenter. Et après, qu'est-ce qui va se passer le matin? On va aussi avoir une sécrétion. Peut-être qu'il a pris son petit déjeuner le matin. D'accord? Et qu'est-ce qui va se passer maintenant à l'adolescence chez cet enfant? À midi et à 16h. Qu'est-ce qui se passe à midi? La prise alimentaire. Comment? Une prise alimentaire. Voilà. 16h en général aussi. Ou une activité physique aussi. Ça peut être aussi une activité physique. D'accord? Parce que l'activité physique, elle augmente aussi la sécrétion d'hormones de croissance. Et qu'est-ce qui se passe de 20h à 24h? Une grande sécrétion de GH. Qu'est-ce qui se passe? Ça peut être lié à quoi en général? Le sommeil ou la prise alimentaire? Ah, il dort à 20h. En général, la prise alimentaire. La prise alimentaire. Et donc le soir, on va avoir un profil de sécrétion qui est, comme pour la préadolescence, qui est discontinu. D'accord? Donc tout ça pour vous dire que la prise alimentaire et le sommeil ont un rôle fondamental dans la sécrétion de GH. Il y avait une autre diapositive, je n'ai pas voulu vous la mettre pour vous embêter. J'avais une autre diapositive avec déprivation, sleep deprivation, ça veut dire privation de sommeil, et un autre schéma avec quelqu'un qui dort normalement, c'est-à-dire qui dort 8 heures par nuit. Et bien on se rend compte dans le schéma, pour celui qui est privé en sommeil, et bien qu'on a une sécrétion d'hormones de croissance qui est altérée. Donc l'individu a beau manger, même lors de la prise alimentaire, la sécrétion d'hormones de croissance, elle est altérée. D'accord? Donc le sommeil, il a un rôle fondamental. Et ce qu'on avait vu tout à l'heure, ce qui génère et ce qui permet d'induire ce sommeil et de le maintenir du moins un certain temps, c'est la mélatonine. D'accord? Donc quand on a des défauts de sécrétion de telle et telle hormone, eh bien on va avoir des sécrétions d'hormones de croissance qui vont être perturbées. Ça c'est un mode c'est un exemple de régulation transverse des hormones, de la mélatonine qui régule la sécrétion de la GH. Déjà rien que quand vous voyez ce schéma, vous dites déjà comment est-ce qu'on va faire pour le retenir et c'est quoi toutes ces flèches. Mais vous voyez déjà que ce schéma, au niveau de la GH, elle est régulée par énormément de facteurs.
d'accord? Les stimulations bêta-adrénergiques, les stimulations neuropeptides Y, c'est dans la prise alimentaire, les glucocorticoïdes, c'est le stress, la TRH, c'est au niveau thyroïdien, ghrelin, c'est corrélé à la prise alimentaire, au niveau comportemental, adrénergique, la même chose au niveau de l'exercice, la dopamine au niveau du bien-être, et bien tout ça, ça va réguler la GH, positivement ou négativement. Qu'est-ce qui stimule? Vous avez vu les oestrogènes ici? Vous voulez que je prenne un stylo et que je rajoute l'oestrogène? Dans votre cours de biochimie, on vous a mis encore oestrogène, stimule la GH. Non, elles sont réglées précocement. La date de survenue des premières règles. Ça se... Ah non, ça dépend si vous mangez du soja. En général, on n'a pas d'œstrogène. On a des lipides qui ressemblent. On a des corps gras, les acides gras trans fat qu'on a dans les chips, dans les gâteaux, dans les produits industriels. Non, la viande, ça dépend si elle est dopée hormonalement ou le lait, s'il est dopé. En général, on n'a pas d'œstrogène. En général, on n'a pas d'œstrogène. Si les vétérinaires font bien leur travail, c'est surtout la nutrition, on va dire, issue de tout ce qui est industriel, en fait. C'est ça qui provoque un dérèglement hormonal. Mais ça, c'est encore une autre question. Ça, c'est l'alimentation, c'est la qualité alimentaire, parce que la nutrition, vous pouvez la voir d'un côté quantitatif ou d'un côté qualitatif. D'accord? Quantitativement, en termes de kilojoules, quand une personne est en surpoids et à l'équilibre nutritionnel, tout va bien. Maintenant, qualitativement, c'est pas le même type de lipides. D'accord? Par exemple, quelqu'un qui prenait son petit déjeuner avec du lait, un bout de galette, un bout de miel ou du beurre ou quelque chose comme ça, c'est pas quelqu'un qui prend son petit déjeuner avec, j'ai rien contre ça, hein, avec je sais pas le truc là, comment ça s'appelle, candy choco et puis des biscuits industriels ou je sais pas quoi. C'est pas la même qualité, d'accord? C'est pas la même qualité de gras, c'est pas la même qualité de glucides, c'est pas la même qualité de protéines, d'accord? Et c'est vrai que l'alimentation a changé, la viande n'est plus la même, le lait, c'est pas la même quantité, il y a des vétérinaires qui ne respectent pas, il y a des injections intramammaires pour stimuler la production de lait des vaches en général. Ils attendent 15 jours avant de récolter le lait, il y a certains, ils attendent 5 jours ou 10 jours, et ils prennent ce qui se trouve qu'on a du lait avec des hormones, on a de la viande avec des hormones, etc., etc. On n'a pas la même qualité, d'accord? La même qualité. De même que le gras de la viande n'est plus le même que celui d'il y a 10 ans, ou d'il y a 20 ans, ou d'il y a 50 ans. D'accord? C'est pas la même qualité de gras. D'accord? Musculairement, au niveau protéines, glucides, c'est pas la même chose. D'accord? Donc ça, c'est un dernier tableau, et après, si vous avez des questions, vous me les posez. Je vous laisserai les voir. Ça, c'est l'étiologie des retards staturaux de l'enfance. Vous avez compris maintenant c'est quoi un retard statural? C'est la taille. D'accord? C'est une plante, comment est-ce qu'elle a poussé? Donc, ça peut être lié à une malnutrition, d'accord? Ça peut être lié à des problèmes nutritionnels, donc différents problèmes nutritionnels, à des dyschromosomies, des maladies congénitales. Ça peut être lié à des syndromes dysmorphiques, c'est également lié à des mutations, d'accord, de certains gènes qui vont provoquer des modifications. Ça peut être lié à des maladies osseuses constitutionnelles, c'est-à-dire que j'ai le signal hormone de croissance, d'accord, j'ai un hypothalamus hypophyse qui sécrète suffisamment, par contre au niveau du tissu cible, je n'ai pas le récepteur, je n'ai pas la molécule qui permet de transmettre le signal et qui permet de commander à la matrice osseuse, c'est-à-dire aux ostéoblastes et aux ostéoclastes, de se multiplier, d'augmenter la densité osseuse ou de diminuer la densité osseuse. D'accord? Donc parfois j'ai des taux normaux, mais un problème génétique à tel et tel niveau. On parle de maladies osseuses constitutionnelles par rapport aux maladies osseuses acquises. D'accord? Constitutionnelles, c'est-à-dire qu'on a ça depuis la naissance et acquise, ça vient à un certain âge du développement.
gravitationnelle faible. Et donc, on a des maladies endocriniennes, bien entendu, c'est le déficit, comme je vous l'ai dit, en hormones de croissance. Et vous vous rendez compte sur ce tableau que le déficit en hormones de croissance, il représente qu'une infime partie. Ce n'est qu'une explication. D'accord? Donc les retards staturaux, les différents types de nanisme, vous allez faire de la physiopathe, vous allez voir qu'on a plusieurs types de nanisme. D'accord? On a des nanismes qui sont dits harmonieux. D'accord? On a des membres suples, des membres inférieurs, un tronc, un visage, des mains qui sont plus ou moins proportionnés. Et on a des nanismes qui ne sont pas harmonieux. On a un tronc qui est trop développé, des membres suples ou des membres infs qui sont moins développés, une tête qui est trop développée, etc. etc. D'accord? Donc là, pourquoi est-ce que je vous ai mis tous ces tableaux? C'est pour vous montrer que le déficit en hormones de croissance, c'est quelque chose qui est rare quand même, par rapport à toutes les autres étiologies. Et vous voyez dans la diapositive précédente que la nutrition a un rôle fondamental. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on a encore? On a des maladies endocriniennes, l'hypothyroïdie, la corticothérapie. Il faut savoir aussi que certaines maladies chez des enfants, l'arabe, il y a certains asthmes, il y a certaines pathologies pédiatriques où on est obligé de traiter les enfants par corticoïdes. Et le traitement par corticoïdes chez l'enfant, malheureusement à un certain âge, ça va provoquer un problème de croissance. D'accord? Donc la corticothérapie, avant même de toucher à certains trucs, l'un des effets secondaires les plus délétères, c'est de taper dans la matrice osseuse. D'accord? Ça perturbe la physiologie osseuse, de construction et de déconstruction de cette densité osseuse. On a le syndrome de Cushing, bien entendu. On a aussi le nanisme psychosocial. D'accord? Ça, c'est psy. Donc même, il y a certains nanismes qui sont psychosociales. Et on a des retards de croissance qui sont dits idiopathiques, c'est-à-dire pour lesquels on n'a pas d'explication médicale connue. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Non?